Somnifère, le podcast. On revient toujours à nos premiers amours. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une jeune femme que 3 hommes courtisent avec rivalité. Elle s'amuse de la situation et les réunit pour leur proposer un petit jeu. Chacun d'entre eux devra raconter son histoire d'amour la plus rare, la plus précieuse, et elle accordera un baiser à celui qui se distinguera. C'est une histoire pleine de poésie de Catulle Mendes intitulée « Les 3 bonnes fortunes ». Et juste avant cela, on termine la semaine avec une séance de relaxation autour du lâcher-prise et de l'équanimité, idéale pour les jours où ça ne va pas. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Timothée de Paris, Kendall de Clamart, Angèle de Namur, Souad d'Aulnay-sous-Bois, Nathalie de Tremblay en France, Juliette et Brice d'Orléans et Maxime de Jouer-les-Tours. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse vous mettre à l'aise, fermer les yeux et vous préparer à déconnecter. Même dans les situations les plus difficiles, dans les moments où rien ne va, dans les périodes où on est plus stressé qu'à l'ordinaire ou plus triste, on a la possibilité d'opérer un détachement affectif et de garder une certaine sérénité intérieure. On réussit à lâcher prise, à accepter la situation. On réalise qu'elle ne durera pas éternellement, que toutes les choses changent, évoluent continuellement. Et que de toute façon, il ne nous est pas possible de faire autrement que d'accepter ce qui se passe. C'est un concept que l'on retrouve beaucoup dans le stoïcisme. Il y a une notion de résilience, de se dire « Ok, très bien, ce n'est pas agréable, mais je vais traverser ça, sans me laisser dépasser, en gardant une certaine tranquillité intérieure. » On peut prendre l'image d'une pierre que l'on jette dans un lac. L'équanimité, c'est la manière dont l'eau redevient calme rapidement après le choc qu'elle n'a pas pu éviter. Notre esprit, c'est un peu comme le lac. Les pierres, ce sont les choses de la vie que l'on traverse et qui parfois nous bouleversent. L'équanimité, c'est notre capacité à revenir à nous, à garder une certaine tranquillité. L'équanimité peut être un état d'esprit que l'on cultive. On se rend compte de l'impermanence des choses, de la facilité avec laquelle on peut simplement décider de laisser aller, de lâcher prise, et des bénéfices que cela peut avoir au quotidien. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça ce soir, mais dans le grand cirque de nos vies, peu de choses comptent vraiment. On traverse tous des peines similaires, il faut accepter les événements et naviguer à travers eux. Et se souvenir que rien n'est permanent, sauf le changement. Notre séance de relaxation ce soir est une courte méditation pour se concentrer sur l'instant présent et cultiver un sentiment de sérénité. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration et les mouvements qu'elle provoque à l'inspire et à l'expire.
Le point entre vos deux sourcils se détend. Votre mâchoire se relâche. Votre front se lisse. Et votre cuir chevelu se détend également. Prenez un moment pour simplement vous laisser bercer par le rythme de votre respiration, par l'air qui entre et sort de vos narines. Par les mouvements réguliers de votre ventre qui monte, qui descend. Si des pensées vous viennent à l'esprit, ne cherchez pas à les chasser, laissez-les simplement passer. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir.
D'un geste vif, avec un air qui se décide, Madame de Rurmonde ferma son éventail, et il s'envola de sa joue, dans le vent des feuilles repliées, une vague nuée de veloutine, qui monta, redescendit, et s'arrêta légère, éparpillée, tout près des yeux. « Soit, » dit la rieuse jeune femme aux 3 rivaux qui l'adorent infiniment. « Je consens à me départir de ma barbarie accoutumée. Mais entendez bien ceci. Chacun de vous me contera sans trop mentir l'une de ses aventures d'amour. Et puisque l'eau va au fleuve, et les millions aux millionnaires, et le bonheur aux heureux, c'est à celui des 3 à qui est échue autrefois ou naguère la plus précieuse, la plus rare, la plus parfaite bonne fortune, que j'accorderai de baiser en présence des 2 autres l'ongle rose et cruel de mon petit doigt déganté. Voici comment parla le plus vieux des amoureux. Je plains très sincèrement les hommes qui ne gardent pas dans quelque tendre recoin du cœur le souvenir d'avoir joué tout jeune aux jeux innocents le soir dans le jardin étroit d'une petite maison de province. Une fois, nous convînmes d'un jeu nouveau. Il s'agirait de trouver une rose que Lucienne, ma préférée, aurait cachée sur elle, dans sa robe ou dans ses cheveux. « C'est fait, » me cria-t-on. Eh bien, je ne découvris point la rose. Vainement je fouillai. Oh, avec quel désir de ne pas trouver trop vite les poches longues de la jupe ou dans les plis du mouchoir se heurtaient un dé et un étui à aiguille. Vainement j'osai, du bout du doigt, écarter un peu le col étroit de toile empesée qui met une ligne vermeille dans la blancheur du cou. Vainement je soulevai du souffle plutôt que de la main les pâles bandeaux blonds et doux pour voir si la petite fleur n'était pas cachée dans la petite oreille. Je ne découvris pas la rose. Je frappai du pied, je me mordais les lèvres. J'étais à la fois plein d'humiliation et de désespoir, car ils se moquaient de moi les autres, et le prix de la trouvaille eût été un baiser de Lucienne. Furieux d'avoir dû donner ma langue au chat, je me retirai au fond du jardin. J'allais, venais, maussade, sous la charmille toute traversée de lune. Mais Lucienne s'esquiva et s'en vint me rejoindre. « C'est que vous avez mal cherché, » dit-elle en ouvrant sa divine bouche rouge, où la fleur s'épanouissait comme dans une autre fleur, à peine plus grande. Et elle ne me défendit pas de cueillir avec les lèvres, entre la neige de ses dents, la délicieuse rose toute humide d'une ineffable rosée. La bonne fortune est jolie et fraîche comme un bouquet de campanules des champs, dit Madame de Rurmonde. Mais qui n'entend qu'une clochette n'entend qu'un son. Le second amoureux raconta cette histoire. Toutes mes pensées, tous mes sens, toutes mes forces vitales convergeaient vers l'extraordinaire et magnifique comédienne par qui mon drame devenait la vie, par qui ma parole devenait un chant. Aux répétitions, elle ne m'avait guère satisfait. Même nous nous étions parfois assez vivement querellés. Mais là, dans la chaude apothéose du théâtre, traînant sa robe de brocart d'or avec un bruit sonore de longue période, riant des rires rouges qui veulent des baisers, elle était bien dans la splendeur des criminels amours, la formidable courtisane italienne des temps anciens. Je l'aimais, moi aussi, comme le héros de mon œuvre, je l'aimais. La lumière de sa beauté au fond de la loge obscure m'inondait, m'éblouissant, et je m'enivrais malgré la distance de violentes senteurs de chair. Quand la toile tomba, je m'enfuis. Je me souciais bien d'entendre les acclamations glorieuses dont mon nom fut salué. Et je ne montais pas sur le théâtre. Si j'étais entré dans le foyer, si j'avais vu de près l'admirable comédienne qui avait réalisé mon rêve de poète, l'adorable femme qui me l'avait fait oublier, je me serais élancé vers elle.
je l'aurais embrassée, enlevée, emportée. Fou, je craignais d'être ridicule et absurde. Je courus à travers les rues sans savoir où j'allais. L'enlacement dont elle avait étreint, pendant qu'il rendait l'âme, le jeune homme amoureux de la pièce, je l'avais autour du corps, comme une ceinture vivante et acharnée, dont rien désormais ne me délivrerait. Il y avait des étoiles au ciel? Non, ses yeux. Et toute la furie des passions qui avaient jailli de ses prunelles, qui s'étaient projetées et perdues dans l'emportement de ses gestes, qui avaient délicieusement râlé dans sa mourante voix, me poursuivaient, me talonnaient, me rejoignaient, me saisissaient avec des rudesses de mains qui vous empoignent aux épaules. Enfin, je rentrai chez moi tout plein et tout enveloppé d'elle. Je remarquai surpris que la porte de mon appartement était ouverte, et à peine avais-je franchi le seuil que je la vis, elle, là, m'attendant dans son royal costume de courtisane romaine. Et dans un écartement lumineux de brocart d'or, elle me mit autour du cou l'impérieuse caresse de ses brûlants bras nus. « Voilà une belle aventure, dit madame de Ruremond, puisque vous avez eu la rare fortune de posséder, dans une femme, l'incarnation de votre rêve. Je ne cache pas que vous avez quelque chance de gagner le prix convenu. » Le dernier des rivaux fit ce compte. Dès que je fus assis dans le wagon, je demeurai sous le charme. À côté d'un homme gras et doux, tranquille, son mari évidemment, une jeune femme tout en noir lisait avec une attention qui pense à autre chose le roman d'une revue. Une bourgeoise, certes, car aucune singularité ne pimentait la modestie de sa toilette. Les gants de ses longues mains, des gants de Suède, n'avaient que 2 ou 3 boutons. La voilette, ni trop peu baissée, laissait voir 2 fines lèvres, à peine roses, qui ne s'entrouvraient pas, sévères. Mais tout le ciel était visible, adorablement, derrière la dentelle, dans ses yeux. Je sentis soudainement que j'étais en présence de celle que j'avais toujours espérée sans la rencontrer jamais, de celle que rencontrée enfin, j'aimerais éternellement. Et quelque chose d'analogue à ce que j'éprouvais, elle l'éprouva. Ne me croyez point, j'y consens. Moquez-vous, moquez-vous. Je vous dis que nos regards s'étant rencontrés, il y eut dans les siens un éveil pareil à celui que produit l'entrée d'un flambeau dans la pénombre d'une chambre. Et sans qu'elle se fût détournée un instant, sans qu'elle eût essayé de lutter contre un charme trop fort, la tendre résignation d'un sourire qui ne quitta plus ses lèvres enfin entr'ouvertes m'avoua qu'elle acceptait sa destinée. Quand son mari à la dernière station descendit pour demander à quelle heure le train arriverait à Bruxelles, je pris les mains de la jeune femme et ne les retira point. Et simplement, presque à voix haute, elle me dit sans que j'eusse parlé: « Je serai demain matin à 10 heures à l'église de Sainte-Gudule. » Je ne lui répondis même pas. Elle savait tout ce que j'aurais pu répondre. Oh, qu'elle fut douce, la dernière heure du voyage. Pendant que l'homme gras et doux s'étant endormi, nous nous regardions, vaincus, extasiés, les yeux dans les yeux. Qu'elle fut délicieuse aussi la nuit qui précéda l'instant où je devais la revoir à l'église. Ma vie recommençait. Rien de ce qui avait existé n'existait. Le souvenir même était aboli. J'aimais pour la première fois, et je bâtissais les féeries de 1000 songes. Cette femme, si pareille à mon suprême idéal que le destin compatissant m'offrait, je l'emporterais loin, très loin, charmé. Et nous connaîtrions sur les bords de quelques fleuves, dans une maisonnette où grimpent des fleurs et des oiseaux, la solitude parfaite du silencieux amour. Bien avant l'heure indiquée, je l'attendais à l'église. Qu'elle ne vint pas, c'était la seule idée que je ne pouvais pas avoir. Est-ce qu'elle ne s'était pas promise dans le premier regard? Est-ce qu'elle ne s'était pas livrée
dans la première parole. J'avais sur les lèvres le baiser qu'elle ne m'avait pas donné. Cependant, elle ne venait point. Je regardais une à une les femmes qui entraient dans l'église. Elles ne venaient pas, elles ne venaient pas. Quand de retour à l'hôtel, je m'informai des voyageurs qui la veille étaient arrivés en même temps que moi, j'appris que le mari, par un caprice ou par quelque jalousie, avait voulu repartir dès le matin. Et depuis, hélas, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai jamais revu. Les deux rivaux du dernier conteur éclatèrent de rire. La plaisante bonne fortune, en effet, c'est une assez piètre aventure d'amour qu'un rendez-vous où l'amoureuse ne vient pas. Mais madame de Ruremonde, d'un geste, leur imposa le silence. Vous avez été heureux, certes, vous qui avez baisé entre des dents de neige la fleur des enfantines amours, et vous qui avez embrassé votre superbe chimère. Mais il a été plus heureux encore celui qui, ayant pendant une heure éperdument aimé, n'a pas connu cette irrémédiable tristesse, la réalisation de son rêve. Et ce fut au troisième conteur que madame de Ruremonde, entre deux valses, accorda la rare et chère gloire de baiser, en présence des deux amants vaincus, l'ongle rose et cruel de son petit doigt déganté. Bonne nuit. Bonne nuit.